Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Emma Williams. J'ai 27 ans. Et un mardi matin d'octobre, je me tenais au milieu de ma propre cuisine, la cuisine pour laquelle j'avais choisi les carreaux. La cuisine où j'avais appris à faire la recette de lasagne de sa mère parce qu'il disait que cela la rendait heureuse, et je regardais mon mari, avec qui j'étais mariée depuis 4 ans, faire glisser son téléphone face contre table comme si j'étais une étrangère qui était entrée par hasard. Ce geste, ce simple geste, si bien répété, je l'avais vu 3 fois ces 2 dernières semaines. Et à chaque fois, je m'étais dit que ce n'était rien. Le stress du travail. Une surprise qu'il préparait. Quelque chose d'innocent. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On est indulge. On lui accorde le bénéfice du doute. On choisit la confiance plutôt que la suspicion parce qu'on se souvient de qui on était tous les deux au début. Mais ce matin-là était différent. Ce matin-là, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il souriait. Pas à moi. À l'écran avant qu'il ne le retourne. Un sourire lent et discret. De ce qu'on réserve à un secret. Pas un tableau Excel. Je n'ai rien dit. J'ai versé mon café. Je lui ai demandé s'il voulait des œufs. Il a dit non. Qu'il prendrait quelque chose au bureau. Il m'a embrassé sur la joue, un baiser de façade. Un baiser de politesse, puis il est parti. Et je me tenais là. Dans la cuisine que j'avais conçue. Dans la maison que nous avions construite ensemble. Tenant une tasse à café sur laquelle était écrit Better Together parce que j'avais trouvé ça mignon 3 ans auparavant. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà commencé à faire attention. Et une fois que je commence à faire attention, je ne m'arrête plus. Avant d'aller plus loin, d'où regardez-vous cette vidéo? Car j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose. Avez-vous déjà eu ce moment où vous avez réalisé que la personne en qui vous aviez le plus confiance vous traitait comme un simple figurant dans votre propre histoire? Cette lucidité silencieuse et écœurante. Lorsque la gentillesse que vous preniez pour de l'amour se révèle n'être que pure commodité. C'est là que j'étais. Et je veux que vous compreniez exactement comment j'y suis arrivée. Et exactement comment j'en suis sortie. Permettez-moi de vous ramener en arrière. Je m'appelle Emma Williams. J'ai grandi comme le genre de fille qu'on qualifie de fiable. Ni brillante, ni charismatique. Fiable. J'étais celle qui arrivait à l'heure, qui se souvenait des anniversaires, qui restait tard pour aider à terminer des projets qui n'étaient même pas les miens. J'ai été élevée par une mère qui cumulait 2 emplois et un père qui mesurait son amour en actes concrets. Un plein d'essence, un pique-nique, un toit qui ne fuyait pas. Dans ma famille, l'amour était un verbe. C'était quelque chose qu'on faisait, pas quelque chose qu'on disait. J'ai appliqué cette attitude à tout. Dans mes amitiés, où j'étais toujours celle qui organisait les conversations de groupe et qui apportait à manger quand quelqu'un traversait une période difficile. Au travail, où j'étais celle qui faisait tourner la boutique et qui recevait rarement les félicitations du jury. Et finalement, dans mon mariage, où j'ai investi toute mon énergie pour construire quelque chose en quoi je croyais. J'ai rencontré Daniel à 22 ans. Je venais de terminer mes études et travaillais comme assistant administrative dans un cabinet d'architectes de taille moyenne. Il venait d'être promu chef de projet junior. Il avait un charme naturel et spontané. Comme certains hommes, un charme qui vous enveloppe d'une douce lumière. Il riait aux éclats, se souvenait de détails sur les gens et donnait à chacun le sentiment d'être important. Il m'a fait sentir que j'avais de l'importance. Notre premier rendez-vous a duré 3 heures dans un café. Puis nous sommes allés nous promener. Puis dîner. Et enfin nous sommes restés assis sur le capot de sa voiture. Sur un parking désert. À discuter jusqu'à presque 2 heures du matin. Je me souviens avoir pensé. C'est lui. C'est lui. Cette certitude m'a surprise. Je n'avais jamais été impulsive, ni romantique au sens dramatique du terme. Mais il y avait quelque chose chez Daniel qui me donnait l'impression d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous avons été fiancés pendant 1 an.
Nous nous sommes mariés, dans le jardin de la maison de ses parents. Un après-midi de juin. Sous des guirlandes lumineuses et des hortensias. En présence de 73 personnes qui ont applaudi lorsqu'il a pleuré à l'hôtel. Il a pleuré à l'hôtel. Je veux que vous vous en souveniez. La première année s'est bien passée. Vraiment bien. On apprenait à construire notre vie à deux. À qui le tour de cuisiner. Quelle famille on irait voir pour quelle fête. Comment se disputer sans que ça dégénère. On n'était pas parfait. Mais on était présent. On essayait. La deuxième année. Quelque chose a changé. Des petites choses. Au début. Le genre de choses qu'on répertorie, mais qu'on n'analyse pas parce que les analyser relève du pessimisme. Comme chercher des failles dans quelque chose qui est censé tenir. Il a commencé à travailler plus tard. Je comprenais. Il avait été promu et la pression était bien réelle. J'ai adapté mon emploi du temps au sien. J'ai cessé de faire des projets sans lui. Car je ne voulais pas rentrer dans un appartement vide. Alors, j'ai commencé à faire les courses après le travail et à préparer le dîner. Qui était encore chaud quand il rentrait à 20 H. 21 H. Voire 22 H. Il me remerciait. À chaque fois. Il n'a jamais été désagréable. Mais la gentillesse et la présence ne sont pas la même chose. Au bout de 3 ans, j'avais discrètement réorganisé toute ma vie pour pallier son absence. Je travaillais de chez moi 2 jours par semaine et profitais de ce temps pour gérer tout ce qui faisait tourner le foyer. Les factures, les assurances, les interventions d'entretien, les courses, l'agenda social, les cartes d'anniversaire pour sa famille qu'il oubliait toujours jusqu'à ce que je le lui rappelle. Je n'étais pas sa femme. J'étais son pilier. Et pourtant, je me répétais que c'était normal. Que le mariage l'exigeait. Que ma mère avait fait la même chose et que je ne faisais que suivre un modèle hérité. Un modèle certes peu glamour, mais bien réel. Ce que j'ignorais, ce que je refusais délibérément de voir, c'est qu'une troisième personne était présente dans mon mariage. Et ça, depuis près de 8 mois. Comme je l'apprendrai plus tard. Elle s'appelait Priya. Priya Mehta. Elle avait rejoint le cabinet de Daniel 11 mois avant que tout ne bascule. Elle avait 30 ans, était architecte senior, avec un portfolio impressionnant et une assurance que j'avouerai plus tard avoir enviée avant de découvrir la vérité. C'était le genre de femme qui, en entrant dans une pièce, en bouleversait instantanément l'atmosphère. Daniel l'avait mentionné une fois. En passant, vers février. Quelque chose comme « Il y a une nouvelle recrue de haut niveau. Elle est brillante. Elle sera un atout pour le projet Horizon. » J'avais acquiescé et lui avais demandé s'il voulait encore du vin. Sans y prêter plus attention. J'aurais dû faire attention à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais confiance. Parce que j'étais occupée. Parce que j'étais tellement absorbée par le maintien de l'ordre dans notre vie que j'avais cessé de regarder la personne pour qui je le maintenais. En mars, j'ai remarqué qu'il commençait à accorder plus d'importance à sa tenue de travail. Rien de dramatique. Rien d'alarmant en soi. Mais Daniel avait toujours été du genre Jean et chemise propre. Quelqu'un qui s'habillait bien parce que je lui préparais des tenues. Pas par goût personnel. Soudain, il me demandait si la veste grise lui allait mieux que la bleu marine. Soudain, il avait un avis sur son apparence. Je me suis dit qu'il visait une promotion. C'était normal. En avril, il a recommencé à aller à la salle de sport. Tant mieux, me suis-je dit. Il disait vouloir s'y remettre. Je l'ai encouragé. Je lui préparais des smoothies les matins où il y allait tôt. En mai, il a cessé de me prendre la main quand nous regardions la télévision. Celui-là, je l'ai remarqué. Et je l'ai enterré. En juin, j'ai trouvé un ticket de caisse dans la poche de sa veste pendant que je faisais la lessive. Un restaurant où je n'étais jamais allé. Un dîner pour 2. 97 $. Je suis resté longtemps dans la buanderie. Ce ticket à la main. À lire la date. Un jeudi. Le soir où il m'avait dit être à un dîner d'affaires. J'en ai pris une photo.
Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas prêt à affronter ce que cela pouvait signifier. Mais quelque chose en moi, cette part calme et méthodique que mon père m'avait inculquée, me disait qu'il fallait préserver les preuves. J'ai remis le reçu dans ma poche. J'ai fini de faire la lessive. J'ai préparé le dîner. Et ce soir-là, lorsqu'il m'a remercié pour le repas, j'ai souri et j'ai dit que ce n'était rien. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être une épouse inquiète et que je suis devenue une femme observatrice. Je n'ai rien dit ce soir-là, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Et avant que vous ne preniez cela pour de la passivité, je tiens à ce que vous compreniez. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est parfois la position la plus puissante que l'on puisse occuper. Il permet aux autres de se croire en sécurité alors qu'ils ne le sont pas. Il vous permet de recueillir ce dont vous avez besoin pendant qu'ils baissent leur garde. Voici ce que vous devez savoir sur moi. Ce que Daniel avait inexplicablement oublié après 4 ans à me voir garder la tête haute. Je ne suis pas du genre à m'effondrer. Je viens d'une famille où le silence règne lorsqu'il y a du sérieux. Ma mère n'a jamais élevé la voix en temps de crise. Elle se tait, puis elle gérait la situation. Je suis restée immobile. Et puis j'ai commencé à gérer la situation. J'ai commencé à observer ses habitudes téléphoniques. Pas de manière obsessionnelle. Pas de façon malsaine, je n'ai pas fouillé son appareil. Installé de logiciels espions. Ni fait quoi que ce soit de ces choses désespérées et frénétiques, auxquelles la peur pousse certaines personnes. J'ai simplement remarqué. Quand il recevait des messages qui le faisaient sourire. Quand il sortait de la pièce pour passer des appels. Combien de temps il était absent. Le nom qu'il enregistrait rapidement quand j'entrais, pas assez rapidement pour que je ne remarque pas qu'il commençait par un P. J'ai commencé, discrètement, à consigner mes propres contributions à notre vie commune. Les reçus que j'avais émis. Le travail que j'avais accompli. Les rendez-vous que j'avais gérés. Non pas que je comptais les utiliser comme argument, je n'en étais pas encore sûre. Mais parce qu'au fond de moi, je comprenais que documenter, c'est avoir du pouvoir. Et que j'avais laissé filer ce pouvoir pendant des années sans m'en rendre compte. Et j'ai commencé, discrètement et sans prévenir, à parler en avocat. Non pas parce que j'avais déjà pris une décision, mais parce que je crois à l'importance d'être préparé. Je crois qu'il faut connaître ses options avant d'en avoir besoin, afin d'être prêt le moment venu. Elle s'appelait Sandra. Sandra Okafor. Une amie de ma tante. Avocate spécialisée en droit de la famille. Forte de 20 ans d'expérience et d'une sérénité absolue. La plus parfaite que j'ai jamais rencontrée chez un être humain. Elle me rappelait moi-même. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que tout allait bien se passer. Je lui ai fait part de mes soupçons. Elle m'a posé des questions calmes et méthodiques. Elle m'a expliqué ce dont nous aurions besoin, ce que nous ferions et ce que la loi appliquait dans notre État. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle n'a pas cherché à me choquer. Elle m'a simplement expliqué comment le pouvoir s'exerce lors d'un divorce. Et j'ai écouté attentivement chaque mot. C'était en juillet. Il nous restait 3 mois avant le moment dont je vous ai parlé au début. Ce mardi matin, le téléphone retourné face contre table. Ce sourire privé destiné à quelqu'un d'autre. Durant ces 3 mois, j'ai continué à construire. Je tiens à faire une pause ici pour que vous compreniez bien une chose. Je ne suis pas une personne vengeresse. Je ne prends aucun plaisir à la souffrance. Ni la mienne, ni celle de quiconque. Ce que je construisais n'était pas un piège, mais des fondations. Car j'avais enfin accepté ce que je refusais de voir. La vie dans laquelle je m'étais investi corps et âme n'était pas la mienne. C'était un espace emprunté, maquillé en partenariat. Et lorsqu'on réalise qu'on a vécu dans un espace emprunté, la seule chose digne à faire est de se préparer à prendre pied sur ses propres terres. J'ai ouvert discrètement un compte bancaire personnel. Je n'en ai pas honte. J'avais travaillé. J'avais cotisé et j'avais droit à ma sécurité financière. J'ai transféré les sommes nécessaires et j'ai tout documenté. J'ai mis à jour mon CV. Je me laissais aller à mon rôle administratif. Bien installé dans sa routine. Et à un moment donné,
J'avais cessé de le considérer comme un tremplin pour commencer à le percevoir comme un plafond de verre. J'ai donc commencé à postuler à des postes correspondant à mes véritables compétences et, finalement, j'ai réalisé que j'en avais beaucoup. Une fois que j'ai commencé à les lister, j'ai renoué avec des personnes que j'avais peu à peu laissées s'éloigner pendant 4 ans, au fil desquelles j'avais organisé ma vie autour de l'emploi du temps de Daniel. De vieux amis qui, lorsque j'ai repris contact avec eux, ont répondu avec une chaleur et une immédiateté qui m'ont prouvé que la distance n'avait jamais été un problème pour eux. Et j'ai attendu. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais. Une confirmation finale. Peut-être un moment qui transformerait le poids de mes soupçons en une décision. C'était le dernier samedi de septembre. Daniel m'avait dit qu'il avait un événement professionnel, un dîner d'entreprise. Quelque chose avec un client de passage pour le week-end. J'avais dit que cela ne me posait aucun problème. Il a enfilé sa veste bleu marine, m'a embrassé sur le front et est parti. 1 heure plus tard, une amie commune nommée Bethany m'a envoyé une photo par SMS. Elle l'avait d'abord envoyée sans commentaire. Puis, 30 secondes plus tard, elle avait ajouté « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas si tu étais au courant. Je pensais que tu devais l'être. » La photo a été prise dans un restaurant chic, à l'autre bout de la ville. Elle était sombre et un peu floue, visiblement prise discrètement, à quelques tables de distance. Mais elle était suffisamment nette. Daniel et une femme, assis côte à côte, la main de cette dernière posée sur la sienne. Tous deux penchés, l'un vers l'autre de cette façon si particulière dont on se sent coupé du monde. Je suis restée longtemps assise devant cette photo. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à être honnête à ce sujet. Car je crois que parfois, on attend des gens qu'ils voient dans les larmes une preuve d'amour, et dans leur absence une preuve de froideur. Mais j'avais déjà fait mon deuil. En silence, pendant des mois, à force de remarquer les choses sans les exprimer. La perte était déjà là. La photo n'était qu'une formalité. Ce que j'ai ressenti, assise là, mon téléphone à la main, dans la lumière bleue du soir de notre chambre, était quelque chose de bien plus proche de la clarté. J'ai envoyé un SMS à Sandra. Elle m'avait dit qu'elle était disponible dès que je serais prêt. J'ai répondu « Je suis prêt ». Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Je vais vous le décrire avec précision. Car c'est là que les gens se trompent souvent lorsqu'ils racontent ce genre d'histoire. Ils dramatisent les choses. Ils les rendent explosives. Ils les présentent comme l'histoire d'une femme bafouée, d'une fureur déchaînée, d'une vengeance alimentée par l'émotion. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé s'est déroulé dans le calme, l'efficacité et la précision. Sandra avait déjà préparé les documents nécessaires. Elle m'avait conseillé sur les preuves à fournir, et je les lui avais données. Elle m'avait également informé de mes droits concernant nos biens communs. La maison, les comptes, et ma contribution financière et professionnelle pendant 4 ans. Son travail avait été minutieux et complet. Ce que je devais faire maintenant était tout simplement rien d'évident. Je suis rentrée chez moi. J'ai souhaité bonne nuit à Daniel à son retour de son dîner d'affaires. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit que c'était bien, que le client était impressionné. J'ai acquiescé et lui ai dit que j'en étais ravie. Je me suis endormie ou du moins, j'ai fait semblant. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et je lui ai demandé s'il voulait des œufs. Il a dit non, qu'il prendrait quelque chose au bureau. Et 2 semaines plus tard, 2 semaines pendant lesquelles j'ai été un modèle de normalité. Pendant lesquelles je ne lui ai absolument rien laissé paraître qui ait changé, Sandra a déposé les papiers. Je n'étais pas là quand il les a reçus. J'avais pris un jour de congé et j'étais allée chez ma tante. Un trajet de 3 heures que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. Assise dans sa cuisine pendant qu'elle préparait le thé, j'ai ressenti ce soulagement si particulier qu'on éprouve enfin lorsqu'on se débarrasse d'un poids énorme. Mon téléphone a sonné 2 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé 2 messages vocaux. Le premier était confus. Il me demandait de le rappeler.
disant qu'il devait y avoir une erreur. Sa voix était celle d'un homme qui ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Ce qui confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps. Il avait cru que je ne partirais jamais. Non pas parce qu'il me croyait particulièrement dévoué, mais parce qu'il ne m'avait jamais considéré comme capable de le faire. Cela dit, plus que n'importe quel aveu n'aurait jamais pu le faire. Le deuxième message vocal était différent. Sa voix avait changé. Plus tendue. Plus prudente. Il disait vouloir parler. Que quoi que je pense qu'il se passait, nous pouvions trouver une solution. Qu'il m'aimait et que les choses n'étaient pas condamnées à se terminer ainsi. J'ai écouté les deux messages. Je les ai enregistrés. Et puis j'ai appelé Sandra. C'est là que je dois vous parler de Priya. Car son rôle dans cette histoire ne s'arrête pas là où la plupart des gens le supposent. Priya était, de l'avis de tous, une femme accomplie et brillante, promise à une carrière exceptionnelle. Dans une autre histoire, une histoire où elle n'aurait pas fait un choix professionnel aussi précis et lourd de conséquences, elle aurait tout simplement disparu du récit. Elle serait devenue l'autre femme, celle vers qui le mari se serait tourné. Et l'histoire se serait arrêtée là. Mais Priya avait commis une erreur qui allait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu considérer comme une simple erreur personnelle. J'ai appris cela d'une femme nommée Claire. Claire travaillait dans le cabinet de Daniel, au service des contrats et de la conformité. Et nous nous étions rencontrés à 3 reprises au fil des ans, lors de différents événements du cabinet. Elle était méticuleuse et observatrice, comme le sont souvent les personnes qui passent leurs journées à lire des clauses en petits caractères. Et elle n'appréciait guère ce qu'elle voyait se dérouler sur son lieu de travail. Elle m'a contacté par l'intermédiaire de Bethany, qui l'avait apparemment mis au courant de la situation. Elle m'a demandé si je pouvais lui parler, car elle pourrait avoir des informations pertinentes. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés pour un café un mercredi. Elle a commandé un café noir et a posé un dossier sur la table entre nous sans préambule. Le dossier contenait des copies imprimées de communications internes relatives au projet. Priya, qui semblait désormais diriger le projet Horizon, y indiquait clairement avoir reçu des informations concernant une offre concurrente avant la date limite. Ces informations, non publiques, provenaient, d'après les dates et le contexte, de Daniel, qui y avait accès de par sa fonction. Il ne s'agissait pas, pour le dire clairement, d'une complication liée à une relation personnelle. Il s'agissait d'une violation de la déontologie professionnelle, du genre à entraîner des conséquences professionnelles réelles et d'éventuelles conséquences juridiques. Pour les deux parties. Assis en face de Claire, je contemplais longuement ces pages. Et je repensais à un mardi matin dans ma cuisine, à un téléphone retourné face contre table, à un homme qui avait cessé de tendre la main vers moi, croyant que je ne l'avais pas remarqué. J'ai demandé à Claire ce qu'elle voulait faire avec ça. Elle m'a dit l'avoir déjà signalé confidentiellement au comité d'éthique de l'entreprise il y a 2 semaines. Elle me le disait maintenant car elle estimait que je devais savoir que les choix de ces 2 personnes n'avaient pas seulement bouleversé ma vie personnelle, mais aussi les répercussions qu'elle avait eues. L'enquête éthique avait été ouverte discrètement. Voici ce que je souhaite que vous compreniez concernant la suite des événements. Et son importance. Je n'ai rien fait pour accélérer les choses. Je n'ai pas contacté le comité d'éthique. Je n'ai exercé aucune influence sans y être légitimement autorisé. J'avais ma propre situation à gérer. Et je la gérais avec Sandra, dans les règles et en toute transparence. Mais le monde n'est pas un système qui protège les individus des conséquences de leurs propres choix. Priya avait fait les siens. Daniel avait fait les siens. Et ces 2 choix, le personnel et le professionnel, se déroulaient désormais simultanément. Dans des pièces séparées. Avec des conséquences distinctes. Dont je n'étais en rien responsable. L'enquête déontologique s'est conclue 6 semaines après le dépôt des documents de divorce. Daniel et Priya ont tous 2 été placés en congé administratif en attendant un examen complet. J'ai appris cela par Bethany, qui était devenue une source d'informations assez fiable sur la situation. Elle m'a envoyé un simple SMS. Tu n'avais même rien à faire.
suivie d'une longue série de signes de ponctuation de plus en plus insistants. Elle avait raison. Je n'avais pas raison. La procédure de divorce s'est déroulée sans encombre et, compte tenu des documents que Sandra et moi avions constitués, sans contestation particulière, Daniel avait, à ce stade, consulté son propre avocat, qui lui avait apparemment donné une évaluation franche de sa situation. Il n'a pas contesté le partage des biens. Il n'a pas contesté l'accord. Finalement, il n'a opposé aucune résistance, ce qui répondait en soi à une question que je n'avais plus besoin de me poser. Il m'a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, si nous pouvions nous entretenir en privé avant la signature définitive. Son avocat a transmis la demande à Sandra, qui me l'a ensuite transmise, et j'ai réfléchi pendant 24 heures avant d'accepter. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au bureau de Sandra. Il est entré, l'air d'avoir très mal dormi, ce que j'ai remarqué sans satisfaction ni sympathie particulière. Il s'est assis en face de moi et est resté longtemps silencieux. Puis il a dit : « Je ne sais pas quand j'ai cessé de te voir. » Je l'ai regardé. L'homme qui avait pleuré à l'hôtel. L'homme dont j'avais préparé la veste chaque matin pendant 4 ans parce qu'il ne se souvenait jamais où il avait rangé ses affaires. L'homme qui, autrefois, me tendait la main. J'ai dit : « Je sais exactement quand. » Et j'ai passé 1 an à y prêter attention. Contrairement à vous. Il n'avait pas de réponse à cela. Il n'y en a pas vraiment. Parfois, le silence est ce qu'il y a de plus complet dans l'expression d'une personne. La signature a eu lieu un jeudi de décembre, 9 mois après ce mardi matin dans la cuisine. Je portais un manteau que je m'étais offert en octobre. Vert foncé, structuré, le genre de vêtement que je n'aurais jamais acheté à l'époque où j'étais absorbée par l'adoption d'une identité collective. Il m'allait parfaitement. J'ai signé la dernière page. Sandra a glissé les documents dans son portfolio et c'était tout. Je suis sortie de ce bâtiment et me suis retrouvée dans un après-midi de décembre froid et lumineux. Le genre de journée qui sent la fumée de bois et qui annonce quelque chose, et je suis restée un instant sur le trottoir. Je tiens à vous faire part de ce que j'ai ressenti, car je pense que les gens attendent une certaine chose de ce moment précis dans une histoire comme celle-ci. Ils s'attendent à un triomphe, à un soulagement, à du chagrin, ou à une combinaison cassantique des trois. Ce que j'ai ressenti était plus subtil que tout cela. C'était la sensation d'un poids qui se redistribuait, d'un fardeau qui pesait sur ma poitrine d'une direction que je n'avais jamais pu identifier précisément. Et la découverte qu'en dessous, j'étais parfaitement intacte. Je n'étais pas brisée. Je n'étais pas vidée. J'avais subi une compression. Et la compression, il s'avère, n'est pas un dommage. C'est une préparation. À ce moment-là, j'avais accepté un nouveau poste, responsable des opérations dans un cabinet de conseil. Ce poste, bien mieux rémunéré que mon précédent, reconnaissait l'étendue de mes compétences et j'avais postulé pendant ces longs mois de préparation, sans en parler à personne. J'ai commencé en janvier. La maison que nous partagions a été vendue en février. Je n'en avais pas besoin. Et finalement, je n'en voulais pas. J'avais trouvé un appartement plus petit rien qu'à moi, avec 2 hauts plafonds, une belle luminosité et une cuisine sans carrelage préfabriqué que quelqu'un d'autre m'avait aidé à choisir, et j'ai eu le plaisir particulier et intense de tout choisir moi-même. Ma tante est venue m'aider à emménager. On a commandé des pizzas et on s'est assise par terre parce que mes meubles n'étaient pas encore arrivés. Elle a regardé l'espace vide et lumineux et a dit : « Ça te ressemble. » Et j'ai compris qu'elle avait raison. Non pas à cause de ce qu'il y avait déjà, mais à cause de ce qui n'y était pas. J'ai appris, par le biais du petit réseau de relations communes qui gravitait encore autour de mon ancienne vie et de moi, que la situation professionnelle de Daniel et Priya ne s'était pas résolue facilement. L'enquête interne du cabinet avait finalement conclu à la gravité de la violation déontologique. La communication inappropriée avait influencé l'issue d'un contrat important. Et la responsabilité du cabinet était bien réelle.
Tous deux avaient démissionné avant que la procédure ne puisse aboutir à un licenciement. La réputation professionnelle de Priya, dans un domaine aussi relationnel que l'architecture, était, pour le dire gentiment, compliquée. Et Daniel recommençait à zéro à 31 ans. Dans une nouvelle entreprise, à un poste plusieurs niveaux en dessous de celui qu'il occupait auparavant. Dans une ville où personne ne connaissait son nom. Je ne vous dis pas cela de gaieté de cœur. Je tiens à être précise, car je crois que la version simpliste de cette histoire est celle où la femme trahie trouve une forme de satisfaction dans la souffrance de ceux qui l'ont lésée. Ce n'est pas mon cas. La souffrance n'est pas source de satisfaction. Ce que je ressens maintenant en pensant à Daniel, c'est une forme de neutralité, le calme, qui naît d'un chapitre véritablement clos. Et non pas simplement tourné. Ce dont je suis absolument certaine, c'est que mon choix de rester silencieux est stratégique plutôt que de réagir impulsivement et de façon chaotique a tout changé. Si j'avais confronté Daniel le matin, où j'ai remarqué le téléphone, si j'avais explosé, si je l'avais accusé, si je m'étais effondré, j'aurais perdu tout contrôle, toute preuve, toute lucidité. Je lui aurais offert une scène émotionnelle à laquelle réagir au lieu de le confronter à une réalité juridique. Je serais restée, aux yeux de tous, l'épouse incapable de se maîtriser. Au lieu de cela, je suis devenue quelque chose de plus difficile à ignorer. Une femme qui avait tout fait correctement, avec un sang-froid absolu, et dont le dossier était absolument irréfutable car elle avait pris le temps de le construire correctement. Quand j'ai enfin raconté toute l'histoire à ma mère, elle est restée longtemps silencieuse. Puis elle a dit « Tu as bien appris ». Et venant d'une femme qui avait bâti sa vie sur l'amour concret, qui mesurait la force à l'aune des actes et non des paroles, j'ai parfaitement compris ce que cela signifiait. Je voudrais vous laisser avec 3 choses. Premièrement, votre valeur n'a pas besoin de la reconnaissance d'autrui pour être réelle. J'étais compétente dans mon travail, dévouée à mon mariage, capable de bien plus que ce que mon entourage avait daigné voir, et rien de tout cela n'a cessé d'être vrai simplement parce que Daniel avait cessé de me regarder. L'arbre qui tombait dans la forêt est toujours tombé. J'étais toujours là. Deuxièmement, la préparation n'est pas de la paranoïa. Les mois que j'ai passés à construire discrètement mon dossier les comptes, les documents, les échanges avec l'avocat, le CV, les reprises de contact m'ont semblé, à l'époque, une forme d'anxiété canalisée. Rétrospectivement, c'était la chose la plus sensée et la plus respectueuse de moi-même que j'ai jamais faite. Le moment venu, j'étais prête. Non pas parce que je l'avais forcé, mais parce que j'avais refusé d'être pris au dépourvu. Et troisièmement, la chose la plus efficace que vous puissiez faire lorsqu'une personne vous sous-estime est de la laisser continuer, pendant que vous construisez quelque chose qu'elle ne pourra pas vous enlever. Daniel pensait me connaître. Pendant 4 ans, il avait observé une certaine image de moi, celle d'une personne casanière, accommodante, discrète. Il avait commis l'erreur de confondre ce qu'il voyait avec la réalité. Cela arrive à tout le monde. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes en matière d'intimité. Prendre le rôle que quelqu'un joue pour la pleine mesure de son être. Je ne suis pas la femme qui préparait sa veste tous les matins. Je veux dire que je suis bien plus que cela. La femme qui a déposé sa veste était réelle. Et elle était gentille. Et elle méritait mieux. Mais elle ne représentait pas tout de moi. Et quand je n'ai plus eu besoin d'elle, il ne restait plus que quelque chose de plus pur, de plus fort et d'entièrement mien. Je m'appelle Emma Williams. J'ai 27 ans. J'ai un appartement avec de hauts plafonds et une belle luminosité. J'ai une carrière qui me reconnaît. J'ai une vie qui est, pour la première fois depuis mes 22 ans. Depuis ce jour où, assise en face d'un homme charmant dans un café, j'ai ressenti cette vague de certitude, véritablement et pleinement mienne. Et ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux n'a jamais compris, c'est que la femme qu'ils avaient tous deux sous-estimée les observait, se préparait et attendait, avec la patience de quelqu'un qui connaît parfaitement sa valeur. Le reste, comme on dit, n'était que paperasse.